Bonjour à tous, dans cette présentation, Simon et moi-même allons vous présenter quelques objets et structures présents dans l'univers pour essayer d'un peu mieux se rendre compte de la taille de ces objets-là. Donc on va commencer à une échelle assez petite qui est celle de la Terre. La Terre fait partie des 4 planètes telluriques du système solaire avec Mercure, Vénus et Mars. Les planètes telluriques sont composées en majorité de roches avec un noyau métallique. Elles peuvent être actives comme la Terre. On va alors voir des volcans et des mouvements de plaques tectoniques, ou elles peuvent ne plus avoir d'activité comme la planète Mars. À une échelle un peu plus grande, on va retrouver les planètes gazeuses. Dans notre système solaire, les planètes gazeuses sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Elles sont composées en grande partie de gaz, d'hydrogène, et en leur centre, elles ont un cœur métallique, elles aussi. La plupart ont des anneaux de roche autour d'elles, bien qu'on ne distingue vraiment bien dans notre système solaire que les anneaux de Saturne. Ce que vous voyez là est la classification des étoiles. On part des étoiles M qui sont les plus petites et les plus froides. Elles sont de couleur rouge, jusqu'aux étoiles O qui sont beaucoup plus grosses et qui sont de couleur bleue. Elles sont aussi beaucoup plus chaudes. Elles sont beaucoup plus grosses que des planètes, on va le voir juste après. Notre Soleil, quant à lui, est de type G. C'est une étoile de taille plutôt petite. Alors quand je dis que le Soleil est plutôt petit, en fait, on peut y mettre 1 288 000 fois la Terre. Donc par rapport à la Terre, il est quand même très très grand. Sa température de surface est de 5500 degrés Celsius. Et sa température au cœur est de 15 millions de degrés. Il est âgé de 4,57 milliards d'années. Et on pense qu'il est à peu près à la moitié de sa vie. Donc il lui reste encore 4,5 milliards d'années à vivre. Il est composé majoritairement d'hydrogène, avec en son centre un peu d'hélium et quelques traces de métaux. Le Soleil est notamment responsable sur Terre et sur d'autres planètes du système solaire des aurores polaires. Alors vous pouvez vous demander comment est-ce qu'on calcule la température du Soleil. Alors pour faire ça, on va étudier la lumière du Soleil et grâce à un prisme, on va pouvoir décomposer cette lumière en différentes longueurs d'onde. C'est ce que vous voyez sur cette image. La lumière blanche du Soleil a été décomposée en plusieurs longueurs d'onde, c'est-à-dire en plusieurs couleurs. C'est ce qu'on appelle le spectre du Soleil. On va ensuite regarder dans quelle longueur d'onde le Soleil émet le plus fort. Ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle la loi de Vienne, en tout cas une version simplifiée ici, qui donne la température de la source que l'on regarde en fonction de la longueur d'onde où l'intensité lumineuse est maximale. Donc par exemple, si vous prenez cette loi de Vienne qui est ici et que vous essayez de l'appliquer pour le Soleil, lambda max, c'est-à-dire la longueur d'onde où l'intensité lumineuse est maximale pour le Soleil, sera environ de 500 nanomètres. Donc dans cette formule, il faut que lambda soit en mètres, et ça va vous donner un résultat, une température en Kelvin. Donc si on prend lambda à 500 nanomètres, c'est-à-dire à 500 fois 10 puissance moins 9 mètres, on obtient une température de 5700 Kelvin, soit environ 5500 degrés Celsius. Deuxième question que vous pourriez vous poser, c'est comment calcule-t-on l'âge du Soleil? Alors,
En réalité, on ne calcule pas l'âge du Soleil, mais l'âge du système solaire. Et pour faire ça, on calcule l'âge de petites météorites que l'on a reçues sur Terre, car elles se sont formées au tout début du système solaire. Pour estimer l'âge de ces météorites, on va regarder quelle quantité de plomb a été créée par désintégration radioactive d'uranium. Donc l'uranium est un élément instable qui se désintègre et le résultat de cette désintégration sera d'autres atomes, comme par exemple, après plusieurs désintégrations, le plomb. Comme on connaît la vitesse à laquelle l'uranium se désintègre, on peut remonter à l'âge des météorites en regardant la quantité de plomb que l'on a dans les météorites. C'est ainsi que l'âge du système solaire a été estimé à environ 4,5 milliards d'années, et donc l'âge du Soleil a été estimé à peu près la même chose, plus quelques millions d'années. Ici au centre, vous pouvez voir notre Soleil. Ici, vous avez la position de Jupiter, donc la distance Soleil-Jupiter ici. Et vous voyez sur la gauche l'étoile Stephenson 218. C'est la plus grande étoile connue. Elle fait environ 2150 fois la taille du Soleil, ce qui veut dire qu'on peut y ranger 10 milliards de fois le Soleil. Alors maintenant, on va parler des supernovas. Une supernova, c'est un événement qui apparaît à la fin de vie d'une étoile massive. En effet, lorsqu'une étoile massive n'a plus assez de carburant pour alimenter les réactions nucléaires dans le cœur, elle s'effondre sur elle-même. Dans ce schéma ici, vous pouvez voir la compétition qu'il y a entre la pression de radiation. La pression de radiation, c'est la pression exercée par les réactions nucléaires au centre de l'étoile, et la pression gravitationnelle, qui est la pression exercée par le poids de l'étoile sur elle-même. Au cours de sa vie, l'étoile est dans un équilibre entre ces deux pressions. Mais lorsque les réactions nucléaires dans le cœur s'arrêtent, lorsqu'elle n'a plus assez de carburant, la pression radiative s'effondre et il ne reste plus que la pression gravitationnelle. L'étoile est alors écrasée sous son propre poids. Il en résulte une gigantesque explosion, si lumineuse que la supernova peut avoir une luminosité équivalente à une galaxie entière. C'est lors de ces événements que les éléments les plus lourds du tableau périodique sont créés. Les petites étoiles comme le Soleil ne vont pas finir en supernova. Lorsque le Soleil aura épuisé son carburant, il va perdre ses couches externes qui vont former ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Le cœur restant au milieu de la nébuleuse sera appelé une naine blanche. Les naines blanches ont une masse qui est environ égale à celle du Soleil pour une taille proche de celle de la Terre. Rappelez-vous, on pouvait ranger 1 300 000 terres dans un Soleil. Les naines blanches sont donc extrêmement compactes. En fait, elles sont si compactes que si on prenait une balle de tennis avec la même densité qu'une naine blanche, elle aurait la masse de 3 chars Leclerc. Après la mort d'une étoile, et après sa transformation en supernova, on va aussi pouvoir retrouver des étoiles à neutrons. Donc les étoiles à neutrons sont le résultat de la mort d'une étoile qui avait une masse entre 10 fois et 25 fois celle du Soleil. Les étoiles à neutrons ont 1 à 3 fois la masse du Soleil pour une taille de 20 à 40 km seulement. Vous voyez ici représenter une étoile à neutrons par rapport à une ville comme Vancouver. Donc les étoiles à neutrons sont aussi extrêmement compactes, avec une densité encore plus élevée qu'une naine blanche. Si une balle de tennis avait la même densité qu'une étoile à neutrons,
elle aurait une masse équivalente à 5 fois la masse de Cérès. Cérès étant le plus gros astéroïde de la ceinture principale. Il existe plusieurs types d'étoiles à neutrons. Parmi ces types d'étoiles à neutrons, on va retrouver les pulsars. Donc les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation très rapide. Ils émettent un rayonnement sur leur axe magnétique, sous la forme de deux faisceaux. Si le faisceau est aligné avec nous, on va observer un flash qui va se répéter à chaque fois que le pulsar tourne sur lui-même. On va donc observer une pulsation, et c'est pourquoi on appelle ça un pulsar. Un autre type d'étoiles à neutrons sont les magnétars. Les magnétars sont des étoiles à neutrons possédant un champ magnétique extrêmement intense. Leur champ magnétique est jusqu'à 100 millions de milliards de fois plus intense que celui de la Terre. En fait, leur champ magnétique est si intense qu'il peut empêcher la matière de tomber sur l'étoile. Enfin, le dernier résultat de la mort d'une étoile peut être un trou noir. Les trous noirs stellaires sont le résultat de la mort d'une étoile d'au moins 25 fois la masse du Soleil. Alors pourquoi on les appelle trous noirs? C'est parce que la gravité autour d'eux est si forte qu'elle ne laisse pas s'échapper la lumière. Et donc si la lumière ne peut pas s'en échapper, rien ne peut s'en échapper. Vous pouvez vous demander comment est-ce qu'on peut observer un trou noir si aucune lumière ne peut s'en échapper. Pour les observer, on va utiliser des moyens indirects, comme la luminosité issue de la matière qui tourne autour du trou noir. La matière qui tourne autour du trou noir va chauffer à cause des frottements et va émettre un rayonnement électromagnétique. Les trous noirs sont si denses qu'une balle de tennis avec la densité d'un trou noir ferait presque 4 fois la masse de la Terre. Un autre type de trou noir que l'on rencontre sont les trous noirs supermassifs. Les trous noirs supermassifs ont une masse entre 1 million et 10 milliards de fois celle du Soleil, pour une taille qui est de l'ordre de celle du système solaire entier. On va les retrouver au centre des galaxies et on peut les observer grâce à la matière qui tourne autour, mais aussi grâce à un effet que l'on appelle les lentilles gravitationnelles et que l'on va voir juste après. Alors que les trous noirs stellaires sont formés après la mort d'une étoile massive, la formation des trous noirs supermassifs n'est toujours pas comprise aujourd'hui. Alors ce phénomène de lentille gravitationnelle, c'est lorsqu'une masse va déformer le trajet d'un rayon lumineux. Sur l'illustration à droite, vous pouvez voir un rayon lumineux qui va tout droit dans l'espace. En présence d'une grande masse, ce rayon lumineux va être dévié de sa course d'origine. Grâce à ce phénomène, nous pouvons voir des objets qui sont derrière d'autres objets de grande masse. Ces objets de grande masse vont donc agir comme une lentille. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi un des moyens que l'on a pour observer des trous noirs. Ici, vous avez une illustration provenant du film Interstellar. Vous pouvez voir devant le disque d'accrétion autour du trou noir, un disque de matière qui tourne autour. Ici, vous voyez la partie avant de ce disque. Et ce que vous voyez en haut et en bas,
c'est la partie arrière du disque que vous ne devriez pas pouvoir voir, mais comme la lumière provenant de ce disque est déviée par le trou noir, elle finit par nous atteindre. Du coup, bonjour tout le monde, je suis Simon et je vais prendre le relais de Shan pour cette présentation. Je vais aborder tous les objets qui sont plus grands que ceux que Shan a déjà présentés. Donc pour commencer, je vais vous parler de la Voie lactée. La Voie lactée, c'est la galaxie dans laquelle se situe le Soleil. Du coup, c'est la galaxie à l'intérieur de laquelle on est. On peut la voir dans le ciel quand il fait beau et qu'il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse. Ici, par exemple, dans le désert de l'Atacama, on a laissé une photo en longue exposition pour pouvoir la voir apparaître dans le ciel. Alors, la Voie lactée, c'est donc tout ce ruban qui traverse le ciel, qui est sombre et brillant par endroits. On la voit comme ça parce qu'on est à l'intérieur. Donc ce qu'on regarde dans le ciel en fait, c'est le centre de notre galaxie. Et les choses qui dépassent à gauche et à droite, ce sont son disque. Alors je présente ici une autre photo, qui est un peu moins distordue, où on peut bien voir apparaître les nuages sombres et les parties claires. Alors dans cette photo, il y a beaucoup d'étoiles, parce qu'il faut savoir que les appareils photo, surtout quand ils sont laissés en longue exposition, sont beaucoup plus sensibles à la lumière que notre œil. Donc on peut voir apparaître toutes les étoiles que l'on ne voit pas normalement dans le ciel. Alors notre galaxie est composée essentiellement d'étoiles, de gaz et de poussière. Alors la photo qui est à droite n'est pas une vraie photo, puisqu'on est à l'intérieur de la galaxie, on ne peut pas la voir du dessus, donc c'est une représentation d'artiste. Mais on peut voir apparaître les bras spiraux, ici et là. Là, le centre barré, ainsi que les nuages de poussière sombres et toutes les étoiles brillantes. Alors il y a 250 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Alors pour se faire une idée, si on voulait donner à chaque étoile le nom d'une personne qui est née sur Terre, en comptant toute l'humanité depuis que l'être humain vit sur Terre, on aurait encore la place pour une humanité et demie. Au centre de la Voie lactée se situe un trou noir supermassif, juste ici, qui s'appelle Sagittarius A*. Donc j'ai ajouté ici la photo d'un trou noir supermassif, la seule qu'on ait jusqu'à présent, qui n'est pas la photo de Sagittarius A*, attention. Et enfin, la galaxie est composée essentiellement de matière noire. Alors la matière noire, petit aparté. Si on trace la vitesse des planètes par rapport à leur distance au Soleil, on peut voir une décroissance qui est attendue par les calculs. Cette décroissance apparaît naturellement dès qu'on considère les forces de gravité telles qu'on la connaît aujourd'hui. Donc on s'attend à un profil comme celui-ci pour les vitesses d'objets répartis autour d'un centre très massif. Pour la galaxie, on peut s'attendre à ce genre de profil étant donné qu'au centre se situe un trou noir supermassif qui constitue l'essentiel de sa masse. Cependant, lorsqu'on essaye de relever par différentes méthodes la vitesse des étoiles et des poussières autour de ce trou noir, on observe un profil comme ceci, qui est constant et qui ne descend pas lorsqu'on s'éloigne du centre. La meilleure explication, aujourd'hui, est de postuler l'existence d'une matière qui est pesante, mais invisible, et qui maintient la galaxie en place. Alors cette matière, puisqu'elle ne serait pas visible et qu'elle n'interagirait pas avec la lumière, on la prénomme matière noire, et c'est elle qui constituerait en vérité l'essentiel de la masse des galaxies, hormis le trou noir. Donc par exemple, comme l'a souligné Shan avant, des fortes densités de matière peuvent provoquer ce qu'on appelle des effets de lentille gravitationnelle. Et ce qu'on observe à droite, c'est donc un effet de lentille d'une galaxie elliptique. Alors ce qu'on voit autour, c'est une galaxie qui se situe juste derrière cette galaxie elliptique. Il faut savoir que sans matière noire, cette galaxie n'aurait pas assez de masse pour pouvoir produire un tel effet. C'est partie des preuves qui montrent la nécessité d'une matière qui n'interagit pas beaucoup, mais qui est pesante dans le milieu interstellaire. Donc, pour ce qui est des composants de notre galaxie, de nombreux nuages de gaz et de poussière forment ce qu'on appelle des nébuleuses.
Donc, ce sont des régions de formation d'étoiles qui ont des tailles de l'ordre de la dizaine d'années-lumière. Donc à gauche la nébuleuse d'Orion, prise par Hubble, et à droite la nébuleuse de l'Aigle, un peu plus grande. Donc ces structures sont le berceau des étoiles et sont les endroits où elles se forment suite à l'effondrement de certaines parties de leur nuage. Alors un petit zoom sur des composantes de la nébuleuse de l'Aigle permet de dévoiler les piliers de la création, ainsi que le pilier ouest, qui sont des très célèbres images prises par Hubble. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, ces piliers de la création sont supposés comme étant détruits depuis environ 6000 ans. Alors pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre qu'en astrophysique, on observe les objets lointains tels qu'ils étaient dans le passé. Alors pour expliquer ça, il faut se rendre compte que la lumière se déplace à une vitesse qui est finie. Et grâce à ça, on peut notamment définir ce qu'on appelle une année-lumière. Alors l'année-lumière, c'est bel et bien la distance que la lumière parcourt en un an. Alors pour bien comprendre ça, supposons un objet qui émette en 1980 de la lumière. Cet objet, s'il est situé à 40 années-lumière, verra ses rayons se propager dans le milieu interstellaire pendant 40 ans avant d'arriver dans nos récepteurs. Ainsi, la photo qu'on verra dans nos récepteurs sera une photo qui correspond à la lumière que l'objet aura émis 40 ans plus tôt. Pour avoir quelques échelles de distance, on peut déjà se dire que en une seconde, la lumière fait 5 fois le tour de la Terre. Du coup, une seconde lumière, ça correspond à 5 fois le tour de la Terre. Alors la Lune, elle, se situe à 1,2 secondes lumière. Le Soleil, lui, se situe à 8 minutes lumière. Et l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, se situe déjà à 4,2 années-lumière. Les nébuleuses qu'on a vues précédemment, donc Orion et la nébuleuse de l'Aigle, se situent respectivement à 1500 années-lumière et 5600 années-lumière. Alors là, il s'agit du point le plus proche de la nébuleuse de l'Aigle. Le trou noir au centre de notre galaxie se situe à 26 000 années-lumière. Donc pour bien comprendre l'histoire des piliers de la création, on suppose qu'il y a 6000 ans, ils ont été soufflés par une supernova proche, mais étant donné qu'ils se situent à 7000 années-lumière, on observera ce phénomène en direct dans 1000 ans. Donc je vais parler maintenant d'autres types de nébuleuses, ce qu'on appelle généralement les restants d'étoiles. Alors les nébuleuses planétaires, elles correspondent à des étoiles qui se sont transformées en naines blanches et dont les couches extérieures ont été éjectées. Ce qu'on peut voir ici dans la nébuleuse de la Lyre, c'est donc les enveloppes extérieures de l'étoile qui ont été éjectées et qui se diffusent dans le milieu interstellaire. Et on voit au centre la naine blanche qui est issue de cette fin de vie d'étoile. Alors un autre exemple, la nébuleuse de l'œil du chat, qui elle est un peu plus récente et donc beaucoup plus petite. On retrouve un peu les mêmes motifs, mais de manière un peu plus prononcée parce qu'elle est beaucoup plus jeune. Donc pour les tailles, la nébuleuse de la Lyre fait environ 1,4 années-lumière, tandis que celle de l'œil de chat fait seulement 0,2 années-lumière. Alors maintenant, on va parler de certains restants de supernova. Alors les deux que je vais montrer ont été observés respectivement en 1572 et 1604 par les astronomes Tycho et Kepler. Alors ils représentent des restants de supernova thermonucléaires. Donc après ce genre d'événement, il reste rien au centre et seulement l'explosion qui se propage dans le vide. Alors ça, ce sont de fausses images. C'est des images qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais des photos prises en rayon X. Parce que les événements ne sont plus très visibles en lumière naturelle aujourd'hui. Ensuite, des supernovas à effondrement de cœur, qui formeront les fameuses nébuleuses du Crabe. Donc la nébuleuse du Crabe a été observée en 1054, le 4 juillet. Cette date est très précise parce qu'elle a été observée par des astronomes chinois et qu'on en a aujourd'hui encore les relevés. Du coup, ça correspond à l'une des plus vieilles observations astronomiques confirmées.
de l'histoire. Ensuite, la boucle du cygne, qui est un restant de supernova beaucoup plus vieux, donc beaucoup plus étendu. Alors il faut savoir que dans ce cadre d'événement, l'explosion de l'étoile est tellement violente que le cœur s'effondre en un objet compact extrêmement dense. Alors je vais maintenant parler d'un cas un peu particulier. Alors c'est un restant de supernova qui s'appelle la nébuleuse du Lamentin. Et pour cet objet, l'objet restant au centre, du coup l'objet compact, est un peu particulier, puisqu'il s'agit d'un trou noir qui accrète une étoile. Donc on peut appeler ça un micro-quasar, si on veut. Et en accrétant l'étoile, ce trou noir émet des jets qui vont déformer l'enveloppe, qui était initialement circulaire, vers cette forme caractéristique. Donc je vais maintenant parler des galaxies, de manière plus générale, autre que la Voie lactée. Alors ici, je présente la galaxie d'Andromède, qui est la galaxie la plus proche qu'on ait de la Voie lactée, qui se situe à 2,5 millions d'années-lumière. Alors pendant longtemps, on a cru que c'était une nébuleuse, mais petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un objet qui était une galaxie à part entière. Donc ce qu'on voit ici, c'est, au même titre que la Voie lactée, plusieurs centaines de milliards d'étoiles qui sont agglutinées autour d'un trou noir supermassif. Alors elle fait une taille d'environ 110 000 années-lumière, et elles seront amenées avec la Voie lactée à fusionner d'ici plusieurs milliards d'années. Les galaxies que l'on observe aujourd'hui sont réparties en deux grandes catégories. Les galaxies elliptiques, dont notamment M87, dont le trou noir au centre a été cartographié récemment, et les galaxies spirales, dont font partie la galaxie d'Andromède et la Voie lactée. Si j'enlève le bruit, j'ai des cercles. Si je rajoute du bruit, j'ai des cercles épais. Ouais. Et si maintenant je rajoute les épicycles, vous voyez que les cercles se déforment. Et ils se déforment, si je rajoute des étoiles, on a encore plus. Ils se déforment, d'accord, parce que là j'ai mis 2 comme fréquence. Si je mets 3, et, ou 4 ici plutôt. Là, 2, 3. Donc là, je fais 3 oscillations autour du cercle pendant que je fais un tour sur le grand cercle. Si je mets 4, c'est ça. C'est-à-dire que je fais 4 oscillations autour du cercle pendant un tour sur le grand cercle. Et ça, c'est vrai pour chaque rayon. Donc, quand je regarde juste un rayon, ben, par contre, quand je m'éloigne, je vais revenir à 2. Voilà. Quand je m'éloigne, je vois commencer à apparaître quelque chose. Alors, si je rajoute des trajectoires, si je rajoute des étoiles, on commence à voir, en fait, on commence à voir apparaître la spirale. Donc cette spirale, elle est uniquement due, et si je regarde maintenant les étoiles, hein, ça tourne trop vite. Voilà. Si je regarde les étoiles, vous voyez, chaque étoile tourne sur son cercle perturbé. Il n'y a pas d'interaction. Et donc on voit que le bras là, qui commence à se former ici, c'est simplement quand cette étoile arrive dans cette région, d'accord, ben, il se trouve qu'à cause du décalage qu'il y a de proche en proche sur chaque orbite, ben, il y a un petit peu plus d'étoiles à cet endroit. Ouais. C'est toujours dans un plan. Hein. Dans un plan. Et le bras, il n'est absolument pas matériel. D'accord. Alors si maintenant je mets un petit peu plus de bruit,
encore un petit peu plus de bruit. Le bruit, vous vous rappelez, hein, c'est l'épaisseur du cercle. Hein. Et donc, voilà ce que c'est qu'une spirale. Une spirale, c'est simplement une augmentation de la densité locale compte tenu du fait que les trajectoires sont toutes les mêmes, mais décalées les unes par rapport aux autres par un effet de rotation différentielle. Donc avec cet outil, on peut vraiment comprendre ce que c'est qu'une galaxie spirale. Alors si on rajoute, donc par exemple si j'enlève ça là, voilà, là on voit bien. Si maintenant au lieu de mettre une perturbation à 2, je mets une perturbation à 3, il y a 3 tours autour de chaque cercle à chaque fois. Alors, il est fréquent de voir des galaxies interagir entre elles. Au cours de leur formation et de leur évolution, il arrive qu'elles rencontrent d'autres galaxies et fusionnent. Donc c'est ce qui permet de transformer des galaxies spirales en galaxies elliptiques. Donc c'est notamment ce qui est en train d'arriver pour les galaxies des antennes. On peut observer d'autres formes d'interaction. Alors par exemple pour la galaxie de Haru-Chario, c'est une petite galaxie qui a traversé une plus grande galaxie. Il en a résulté une onde de choc qui a éjecté la plus grande partie des poussières et des gaz à l'extérieur, formant ce motif en forme de roue. On suppose que c'est un mécanisme similaire qui a mené à l'existence de l'objet de Hogg, donc qui est qualifié de galaxie annulaire, en forme d'anneau. Alors les galaxies sont aussi extrêmement nombreuses. Alors pour se faire une idée, je vais vous présenter le Hubble Extreme Deep Field. Alors l'Extreme Deep Field, ça consiste en un tout petit carré du ciel qui est affiché juste ici, avec la Lune, la taille de la Lune dans le ciel comme référence. Alors pendant près de 10 ans, Hubble a régulièrement exposé ses capteurs à cette petite partie du ciel. Ce qui a permis au fil du temps de dévoiler de nombreuses, très nombreuses galaxies qui sont parmi les plus lointaines et donc les plus anciennes que l'on peut observer. Alors pour se faire une idée, ces galaxies-là sont datées à 13,8 milliards d'années, soit à peu près 400 millions d'années après le Big Bang. On estime à 200 milliards le nombre total de galaxies dans l'univers observable. Ce qui fait qu'il y a à peu près autant de galaxies dans l'univers observable que d'étoiles dans la Voie lactée. Bon, je vais maintenant parler des amas de galaxies. Alors les amas de galaxies, ce sont des regroupements de plusieurs milliers de galaxies. Ce sont les plus grosses structures gravitationnellement liées dans l'univers. Alors gravitationnellement liées, ça veut dire qu'elles resteront perpétuellement proches les unes des autres. Au même titre que nous, sur Terre, nous sommes liés à la planète. Si on jette un caillou, ce caillou restera lié lui aussi, puisqu'on ne peut pas lui fournir assez d'énergie pour le libérer. À l'inverse, une fusée pourra dégager assez d'énergie pour se libérer de l'attraction de la Terre et devenir du coup libre. Donc, ces amas sont des systèmes liés, au même titre que le système solaire est un système lié, au même titre que les galaxies sont un système lié. Alors, ce qu'on peut voir ici à droite, c'est donc un petit regroupement de galaxies. Et alors là, on peine un peu à voir l'amas en question. Mais on peut voir des choses intéressantes déjà. Ce sont ces effets de lentilles gravitationnelles. Ici, ici, ici. Alors tous ces effets de lentilles montrent qu'il y a une grosse concentration de masse dans cette zone, qui ne peut pas être expliquée uniquement par la présence des galaxies. C'est pourquoi, à l'instar des galaxies elles-mêmes, les amas sont aussi essentiellement constitués de matière noire, à près de 85%. Donc 85% de cet amas est fait de matière invisible
qui lui permet de rester lié. Il contient aussi 12% de gaz entre les galaxies, gaz qui est extrêmement chaud, de l'ordre de plusieurs centaines de millions de Kelvin. Et au final, pas tant de galaxies que ça, puisque 3% environ. Alors, je vais maintenant montrer des images dites composites. Alors, c'est des images intéressantes parce qu'elles permettent de visualiser les différents éléments du cluster, ou amas. Alors, pour cet amas-là, qui constitue un amas avec beaucoup de masse, on peut voir en bleu tracer la matière noire. Donc, ce grand halo constitue la majorité de la masse de cet élément. On voit rapidement en rouge le gaz entre les clusters, le gaz intracluster entre les galaxies. Et la vraie photo, donc ce sont les galaxies qu'on voit partout. Alors pour voir la matière noire en fait, on ne peut pas. On voit seulement ses effets. Alors ce genre de carte, il est tracé en analysant très finement les effets de l'antigravitationnel. On peut, en regardant la déformation de l'image, à peu près estimer la quantité de matière noire qu'il faut à cet endroit pour pouvoir obtenir un tel résultat. Le gaz, lui, il est vu grâce à son rayonnement en rayon X, car il est très chaud, donc il émet des rayons très énergétiques. Alors un autre exemple d'image composite, c'est le bullet cluster, ou amas de la balle. Et alors cet amas est très intéressant d'un point de vue scientifique, parce qu'il constitue l'une des preuves les plus solides que l'on ait quant à l'existence de la matière noire aujourd'hui. Alors pour comprendre bien, il faut voir que cet amas en réalité, c'est deux amas qui se sont traversés il y a très longtemps. En se traversant, la matière noire est supposée être très diffuse. Du coup, elle, un peu comme un fantôme, elle traverserait tout simplement la matière qu'elle voit, sans interagir et sans être freinée. A l'inverse, le gaz, lui, lorsqu'il rencontre l'autre nuage de gaz, se freinera et sera donc retardé par rapport à son halo de matière noire. On peut voir ici, du coup, les deux amas se rencontraient, puis se traversaient. Et alors on voit déjà le gaz qui se freine mutuellement. Et on voit la matière noire traverser le tout, comme si de rien n'était. Donc ça, ce genre de choses ne peut être expliqué que par l'existence d'une matière qui soit à la fois massive, puisqu'elle entraîne le gaz, mais aussi qui interagit très peu avec son environnement, et qui est invisible. Donc essentiellement de la matière noire. Alors maintenant je vais parler des murs et des filaments. Donc c'est à l'échelle encore au-dessus. On peut voir que les amas de galaxies se regroupent naturellement dans de plus grandes structures. Alors ces structures tendent à former de grands filaments de matière, regroupant plusieurs dizaines de milliers de galaxies, ainsi que des grands vides, dans lesquels il y en a très peu. Alors cette filamentation à grande échelle, c'est quelque chose qu'on observe et qu'on s'est retrouvé avec des simulations numériques. Donc ça, par exemple, c'est un univers test dans lequel on a mis plein de galaxies et qu'on a laissé évoluer librement. Et on voit très vite l'apparition d'une structure qui est similaire à celle qu'on a observée précédemment. Alors la matière à très grande échelle, elle forme donc une espèce de toile cosmique. Donc pour illustrer ça, une autre image de toile et de mur de galaxies, chaque brin représentant un mur ici. Alors sur cette image, on a ajouté en plus le tracé de la matière noire, que l'on suppose. Les points jaunes brillants représentent donc les galaxies, et chacun de ces filaments est donc soutenu par de grands halos de matière noire, qui vont permettre donc la formation de ces grandes structures. En 1929, Edwin Hubble a mesuré la vitesse d'éloignement des galaxies par rapport à nous. Plus les galaxies sont lointaines, plus elles s'éloignent vite. Comment interpréter ce résultat ?
La réponse dans cette vidéo avec Jérôme Pérez. En 1929, Hubble possédait un relevé de vitesse et de distance pour une vingtaine de galaxies. Il remarqua que la courbe obtenue en traçant la vitesse en fonction de la distance était approximativement une droite. Pour un ensemble de galaxies, lorsque l'on trace la vitesse, mesurée par le décalage de la longueur d'onde, en fonction de la distance, mesurée par diverses méthodes, on construit un diagramme dit de Hubble. On remarque que plus les galaxies sont éloignées, plus elles s'éloignent de nous à grande vitesse. L'interprétation de ce phénomène par Edwin Hubble et Georges Lemaître fut de dire que l'univers est en expansion. Pour bien comprendre ce qui se passe, prenons un exemple unidimensionnel. Attachons fermement des billes de couleur sur les spires d'un ressort. Lorsque l'on étire le ressort à vitesse constante, ces billes s'éloignent les unes des autres, mais à quelle vitesse ? Pour visualiser cette vitesse, nous allons prendre des photos de cet étirement à intervalles de temps réguliers et visualiser l'espacement entre les billes. Une bonne façon de faire est d'étirer en même temps une collection de ressorts identiques et de stopper à intervalles de temps réguliers l'expansion de chacun d'entre eux. Nous obtenons ce que l'on appelle en physique un diagramme d'espace-temps. Le temps est ici en abscisse et l'espace est en ordonnée. On peut visualiser cette expérience depuis la bille rouge en alignant ses positions successives en un point de même ordonnée. Il suffit pour cela d'incliner un peu ce diagramme. Les positions successives des billes bleues et jaunes sont alignées. La pente de ces lignes représente la variation de position de ces billes divisée par l'intervalle de temps correspondant. Cette pente est donc la vitesse relative des billes. La bille rouge est immobile sur sa ligne horizontale de pente nulle. Vue depuis cette bille rouge, la vitesse de la bille jaune est le double de celle de la bille bleue. En fait, aucune de ces billes n'a de vitesse propre. Elles suivent simplement l'étirement du ressort. La bille jaune est à chaque instant 2 fois plus éloignée de la bille rouge que ne l'est la bille bleue. C'est l'expansion du ressort qui transforme cette distance en vitesse. On comprend également que la bille rouge n'a aucun rôle particulier dans cette expérience. Des résultats similaires auraient été obtenus en se plaçant sur la bille jaune ou sur la bille bleue. On peut augmenter le nombre de dimensions et supprimer les ressorts. Dans un plan en expansion, une sorte de grande toile en caoutchouc que l'on étire des 4 côtés, c'est la même chose. Les billes immobiles s'éloignent les unes des autres d'autant plus vite qu'elles sont d'autant plus loin. Pour un système tridimensionnel, une sorte de gâteau gigantesque dont la pâte gonflerait au gré de la cuisson, c'est encore la même chose. Chaque bille observe que toutes les autres s'éloignent d'elle à un rythme proportionnel à leur distance. Un observateur extérieur perçoit immédiatement que c'est le plan qui s'étire ou le gâteau qui gonfle. Ceci est plus difficile à percevoir de l'intérieur. Depuis la Terre, dans notre galaxie, la remarque de Hubble peut être interprétée comme une manifestation de l'expansion de l'univers. Toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, non pas à cause d'une vitesse particulière, mais plutôt parce qu'elles sont fixes dans un univers en expansion. Merci d'avoir suivi cette présentation. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires ou à l'adresse mail indiquée dans la description de cette vidéo.